Mes bottes traînent sur le porche d'entrée, tandis que je cherche ma clé de maison. Le vent d'octobre transperce ma veste fine, un rappel que j'ai reporté l'achat d'un vrai manteau d'hiver pour la 3e année consécutive. 12 heures chez Horizon Logistique ont laissé chaque muscle de mon corps crier grâce. Tout ce que je veux, c'est une douche chaude et le silence. La serrure cède enfin. L'odeur familière du désodorisant à la rose de ma mère m'enveloppe en entrant, rendant la maison plus petite plutôt qu'accueillante. C'est toi, Félicia, appelle maman depuis le salon, la télévision hurlant une rediffusion d'un drame médical. Oui, c'est moi, je réponds, en laissant tomber mon sac à main sur la table de l'entrée. Une pile de courrier y est posée, et le tampon rouge dernier à vis sur le relevé d'hypothèque me donne un coup de poing dans l'estomac. Je passe mon pouce sur les lettres en relief, 1150 € du d'ici vendredi. Dans 3 jours. Je ferme les yeux et je compte à rebours à partir de 10, une astuce que mon père m'a apprise quand j'avais 8 ans et que j'étais terrifié par les orages. Le réfrigérateur m'appelle un espoir futile. Je l'ouvre pour y trouver exactement ce à quoi je m'attendais, des étagères vides, à l'exception de mes contenants de préparation de repas, soigneusement étiquetés. Du lundi au vendredi, poulet et légumes sont répartis en portions précises. Tout est planifié, mesuré, contrôlé. Le reste du réfrigérateur me regarde, blanc et stérile. Tu as pensé à prendre mes médicaments, la voix de maman résonne depuis le salon, pleine d'attente plutôt que de gratitude. Je presse mon front contre le métal froid de la porte du réfrigérateur. Oui, ils sont dans mon sac. Le volume de la télévision baisse légèrement. J'ai un mal de dos terrible aujourd'hui. Tu pourrais me les apporter? Et peut-être me faire un thé? Je ferme la porte du réfrigérateur et je cherche dans mon sac à main, en sortant le chèque de paie froissé que j'avais encaissé pendant ma pause déjeuner. Le papier semble fin entre mes doigts, presque fragile, compte tenu de la rapidité avec laquelle l'argent va disparaître. Je pose les 1150 € à côté du relevé d'hypothèque, en ajoutant 50 € supplémentaires pour les frais de retard que je sais qui seront ajoutés, malgré mes efforts. La voix de papa résonne dans ma mémoire tandis que je remplis la bouilloire pour le thé de maman. Juste jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied, Lily, avait-il dit à l'enterrement, en utilisant mon surnom d'enfance, alors que nous nous tenions sous des parapluies, sous la pluie du cimetière. Papa, l'éternel optimiste, même dans la mort. Elle a besoin de toi en ce moment. Tu sais comment est ta mère. Je le savais. Et 5 ans plus tard, je le sais toujours. Le sifflement de la bouilloire perce mes pensées. Par l'embrasure de la cuisine, je peux voir mon bureau à domicile, ce qui aurait dû être mon bureau à domicile. Les papiers de la promotion de Denver sont toujours dans le tiroir du bureau, expirés depuis longtemps. Directeur régional. Une augmentation de 20 000 €. Une chance de construire quelque chose qui m'appartenait. Félicia? Le thé? Les papiers ont jauni sur les bords, mais je les garde. Un rappel ou une punition, je ne suis jamais tout à fait sûr. J'apporte le thé dans le salon, où maman est allongée dans le vieux fauteuil en cuir de papa. La télévision projette des ombres bleues sur son visage, la faisant paraître plus âgée que ses 56 ans. Tu as mis du temps au travail aujourd'hui, dit-elle en acceptant la tasse, sans lever les yeux de son émission. Ils m'ont demandé de remplacer Stéphanie à nouveau. Je m'assois sur le bord du canapé, trop fatigué pour m'enfoncer dans ses coussins, de peur de ne jamais pouvoir me relever. Des heures supplémentaires, ça veut dire de l'argent en plus. Maman sirote son thé, fait la grimace. Pas assez de sucre. Ses yeux se posent sur la photo encadrée sur la table d'appoint, Tessa et Dylan le jour de leur mariage. Ses doigts s'étirent pour toucher le cadre en argent. Si seulement tu avais le caractère ensoleillé de Tessa. Elle ne se laisse jamais abattre par les petites choses. Les petites choses étant notre hypothèque, nos factures, nos courses et ses médicaments. Tessa n'a pas à s'inquiéter des petites choses, je réponds, en gardant ma voix neutre, malgré la chaleur qui monte dans ma poitrine. Ton père serait si fier de la façon dont tu t'occupes de moi, dit maman, son atout-maître. Les mots atterrissent comme toujours. Quelque part entre mon cœur et ma colonne vertébrale, se tordant comme un couteau. Je vais prendre une douche. Dans la salle de bain, je regarde mon reflet. Des cernes sous mes yeux, les cheveux tirés en une queue de cheval pratique. Je reconnais à peine la femme qui me regarde. Plus que quelques mois, je lui murmure. Plus que quelques mois, et je recommencerai à zéro. Mon téléphone sonne depuis la poche de mon jean, qui gianta sur le sol. Je le prends,
prête à ignorer quiconque a encore besoin de quelque chose de moi aujourd'hui, quand le nom de Tessa s'affiche à l'écran. Un instant, j'envisage de laisser le message aller sur la messagerie vocale. Mais la famille, c'est la famille, dirait papa. Je réponds. Félicia, la voix de Tessa pétille dans le haut-parleur, vive et enthousiaste. Devine quoi? On rentre à la maison. Mon estomac se noue. À la maison? Qu'est-ce que tu veux dire? Dylan a perdu son emploi. Le magazine réduit ses effectifs. Tu te rends compte? Après tout son travail acharné. Sa voix baisse pour devenir un chuchotement de scène. C'est juste temporaire, bien sûr. Jusqu'à ce qu'on se remette sur pied. La phrase fait écho aux paroles de papa, il y a 5 ans. Juste jusqu'à ce que maman se remette sur pied. Juste jusqu'à ce que Tessa se remette sur pied. Tout le monde se remet sur pied, pendant que moi, je reste à plat ventre, écrasé sous le poids de leurs besoins. Tu l'as dit à maman, je demande, connaissant déjà la réponse, à cause de l'excitation dans la voix de ma sœur. Oui. Elle est ravie. Elle dit que ce sera comme au bon vieux temps. J'entends les pas de maman s'approcher de la porte de la salle de bain. Félicia? C'était ça? Laisse-moi lui parler. J'ouvre la porte. Maman m'arrache le téléphone des mains, son visage transformé par un sourire que je n'ai pas vu depuis des mois. Tessa, ma chérie. J'ai déjà commencé à planifier. Oui. Oui. Bien sûr que Félicia est ravie aussi. Quand maman me rend le téléphone, je me réfugie dans ma chambre. Alors, quand est-ce que vous venez, je demande à Tessa. Ce week-end. N'est-ce pas un timing parfait? Dylan a déjà des pistes prometteuses. J'avale difficilement. Vous pouvez utiliser la chambre d'amis. C'est petit, mais... Oh, maman a déjà dit qu'on pouvait avoir ta chambre, m'interrompt Tessa. C'est plus logique, vu qu'elle est plus grande. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Tu es à peine à la maison de toute façon, avec toutes les heures que tu travailles. Le monde devient silencieux autour de moi, comme si quelqu'un avait appuyé sur la touche muette de la réalité. Je regarde les murs de ma chambre, le seul espace de cette maison qui m'appartient. Félicia? Tu es toujours là. Ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste, la devise de la famille Taylor, qui s'appliquait exclusivement à moi. Je vais vider mes affaires, je m'entends dire. Après avoir raccroché, je reste immobile au centre de ma chambre. Par la fenêtre, je vois Madame Henderson arroser ses chrysanthèmes à côté. Elle me fait un signe de la main quand elle me voit. Je lève la main en retour, le mouvement automatique. Pour la première fois en 5 ans, je me vois clairement, non pas comme une fille qui tient une promesse, mais comme une ressource, vidée jusqu'à la dernière goutte. Et quand il ne restera plus rien, ils passeront au puits suivant. La prise de conscience ne s'accompagne ni de colère, ni même de tristesse. Au lieu de cela, je sens quelque chose bouger en moi, comme des meubles qu'on réarrange, pour faire de la place à une vérité que j'avais gardée enfermée dehors. Je suis remplaçable. Je suis effaçable. Je ne suis rien d'autre que ce que je fournis. Et peut-être, juste peut-être, que cela signifie que je suis libre. Le samedi de cette semaine-là, la sonnette a retenti 3 fois de suite. Je reconnais immédiatement le rythme impatient, Tessa n'a jamais pu attendre plus de 5 secondes que quelqu'un réponde. Je me suis traîné hors de la chambre d'amis exigus, maintenant encombrée de boîtes en carton contenant les restes de ma vie. La chambre dans laquelle j'ai dormi pendant 28 ans avait été vidée et transformée en l'espace d'un après-midi, pendant que j'étais au travail à gagner l'argent qui paie l'hypothèque de cette maison. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, Tessa s'est jetée sur moi, son parfum embrumant mes sens. Derrière elle, Dylan luttait avec 3 valises en cuir assorties qui coûtaient probablement plus cher que toute ma garde-robe. Félicia, a crié Tessa, les bras enroulés autour de mon cou. Tu m'as tellement manqué. Je lui ai tapoté le dos maladroitement. Toi aussi. Mes yeux se sont fixés sur les bagages Louis Vuitton que Dylan manœuvrait à travers la porte. Pour quelqu'un qui venait de perdre son emploi, il ne voyageait certainement pas léger. Maman est dans la cuisine en train de préparer tes plats préférés, ai-je dit en reculant pour les laisser entrer. Tessa rayonnait. Je lui ai dit de ne pas se donner de mal, mais tu sais comment elle est quand son bébé rentre à la maison. Son bébé. Pas ses bébés. Jamais au pluriel. La chambre d'amis est prête pour moi, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse.
J'étais rentré de mon service hier pour trouver maman en train de vider mon placard, mes affaires personnelles empilées pêle-mêle sur la table de la salle à manger. Oh, Félicia, Tessa a posé sa main sur mon bras, sa bague de fiançailles en diamant attrapant la lumière. Tu es tellement casanière de toute façon. Ça tombe parfaitement bien. En plus, Dylan et moi avons besoin d'espace. Maman est apparue dans le couloir, s'essuyant les mains sur un torchon. Son visage rayonnait d'une énergie que je n'avais pas vue depuis la mort de papa. Voilà ma fille. Elle est passée devant moi pour embrasser Tessa. Je me suis mise de côté, regardant les retrouvailles se dérouler comme si je les voyais à travers une vitre. 3 valises pour un séjour temporaire. Des bagages coûteux pour des personnes en crise financière. Le calcul ne tenait pas la route, mais personne ne semblait se soucier des équations, sauf moi. Dylan, mets tes affaires dans la chambre de Félicia, a ordonné maman, serrant toujours Tessa dans ses bras. Elle est déjà installée dans la chambre d'amis. Déjà, les sourcils de Dylan se sont levés légèrement. Maman s'en est occupée hier, ai-je dit, en gardant une voix neutre. Elle a été très efficace. Maman a souri, satisfaite d'elle-même. Je voulais que tout soit parfait pour vous deux. Je me suis retiré dans la cuisine pour vérifier le dîner, un rôti de bœuf avec tous les accompagnements, le plat préféré de papa, maintenant préparé pour le retour de Tessa. J'ai soulevé le couvercle de la rôtissoire, inhalant l'arôme riche qui signalait autrefois la famille et le confort, mais qui sentait maintenant le favoritisme servi avec une garniture de carottes. Les clés de la voiture sont sur le crochet près de la porte, a crié maman à Dylan. Félicia n'en aura pas besoin lundi. Elle peut prendre le bus pour aller au travail. Ma main s'est figée sur le couvercle. Quoi? Maman est apparue dans l'embrasure de la cuisine. Dylan doit chercher du travail lundi. Tu peux te débrouiller avec le bus pendant quelques jours. Quelques jours, ça sonnait étrangement indéfini. J'ai reposé le couvercle avec précaution, gagnant du temps avant de répondre. J'ai des réunions à l'autre bout de la ville lundi. J'ai besoin de ma voiture. Félicia, a soupiré maman, la déception gravée dans les rides autour de sa bouche. Ta sœur a besoin de nous en ce moment. Ne peux-tu pas penser à quelqu'un d'autre que toi? La culpabilité familière est montée comme de l'acide dans ma gorge. Je l'ai ravalée, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. J'ai déjà dit à leur propriétaire que tu couvrirais le reste de leur loyer, a-t-elle ajouté nonchalamment, en ajustant un aimant sur le réfrigérateur. Juste jusqu'à ce qu'il s'installe. Je l'ai regardé, cherchant une quelconque reconnaissance de ce qu'elle demandait, mais son expression est restée placide, pleine d'attente. Tu as dit à leur propriétaire quoi? Avant qu'elle puisse répondre, le rire de Tessa a flotté depuis le couloir. Je me suis retourné pour la voir, elle et Dylan, chuchotant près de la porte d'entrée, la tête penchée l'un vers l'autre. On s'en sortira, la rassurait Tessa, la voix basse mais toujours audible dans la maison silencieuse. Félicia s'occupe toujours de tout. La cuillère en bois dans ma main s'est cassée. Je n'avais pas réalisé que je la serrais si fort. Plus tard dans la nuit, incapable de dormir sur le matelas inconfortable du canapé-lit de la chambre d'amis, j'ai allumé mon ordinateur portable. Le bureau exigu pressé contre mes genoux, rien à voir avec l'installation spacieuse que j'avais dans mon ancienne chambre. Une notification par email a attiré mon attention. Un ancien message de Tessa à maman, datant de 3 semaines. Mon doigt a plané au-dessus du bouton de suppression, mais la curiosité l'a emporté. Je l'ai ouvert. Ne t'inquiète pas pour Félicia, avait écrit maman dans sa réponse. Elle comprendra. Elle comprend toujours. L'horodatage se moquait de moi. Il y a 3 semaines. La perte d'emploi de Dylan n'était pas soudaine. Ce déménagement avait été planifié bien à l'avance. J'étais la seule à ne pas le savoir. Mon téléphone a vibré avec un texto de Marcus, mon collègue. L'offre à Knoxville est toujours valable si tu veux. Poste régional. Logement de fonction disponible. J'ai posé le téléphone face contre le bureau, mais la possibilité qu'il représente brillait plus fort que l'appareil lui-même. À travers le mur fin, j'ai entendu la voix de Tessa depuis mon ancienne chambre. On devrait vraiment redécorer cette pièce, dit-elle à Dylan. Vendre certains de ces vieux meubles et prendre quelque chose de plus à notre goût. Mes meubles, payés avec mes chèques de paie, maintenant relégués au rang de vieux et démodés avant même qu'ils n'aient déballé. Le matin, j'ai trouvé maman dans la cuisine, faisant une liste de courses 2 fois plus longue que d'habitude.
Il nous faudra plus de provisions maintenant, dit-elle sans lever les yeux. Et les factures seront plus élevées avec 4 personnes. J'ai tout calculé. Elle a fait glisser la liste vers moi, ainsi qu'une calculatrice affichant une somme qui représentait près de la moitié de mon salaire mensuel. On est une famille, a-t-elle ajouté quand je n'ai pas répondu immédiatement. On s'entraide. Par la fenêtre, j'ai aperçu Madame Henderson, la voisine, regardant Tessa jeter mon jardin d'herbes aromatiques soigneusement entretenu à la poubelle. Les plantes que j'avais nourries pendant 3 ans, parties sans un second regard. Madame Henderson a croisé mon regard et a légèrement secoué la tête. Le lundi, à midi, je suis allé à la banque au lieu de manger. Monsieur Peterson, le directeur qui avait aidé papa à ouvrir nos comptes des années auparavant, a examiné l'activité du compte joint à ma demande. Vous êtes la seule à faire des dépôts, a-t-il observé en faisant défiler l'historique des transactions. Depuis un certain temps. Sur le chemin du retour au travail, j'ai passé un appel que j'évitais depuis des mois. Marcus, ce poste à Knoxville, est-il toujours disponible? Les mots sont sortis avant que je puisse reconsidérer ma décision. Pour toi? Absolument, a-t-il dit sans hésiter. Ce soir-là, pendant que Tessa et maman planifiaient un barbecue de bienvenue à la maison dans le jardin et que Dylan utilisait ma voiture pour explorer des pistes d'emploi, je me suis glissé dans mon ancienne chambre. Les portes du placard étaient ouvertes, les vêtements de marque de Tessa suspendus là où les miens étaient autrefois. Mon bureau avait été poussé dans un coin, ses tiroirs vidés de mes papiers. Je me suis agenouillé et j'ai soulevé la latte de plancher lâche où j'avais caché les documents de promotion de Denver des années auparavant. En dessous, se trouvait mon fonds d'urgence, 5 000 € en espèces dont personne ne connaissait l'existence. Papa disait toujours de garder quelque chose de côté, au cas où. Le monde change vite, Lily, avait-il prévenu. Comme il avait raison. J'ai appelé une entreprise de déménagement pendant que les rires de la famille flottaient par la fenêtre ouverte. Mon estomac s'est noué de culpabilité en fixant la date, mais autre chose a surgi à côté, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la liberté. Nous pouvons venir lundi, a confirmé le répartiteur. 9 heures précises. J'ai posé un jour de congé, le premier jour de congé personnel que je prenais en plus d'1 an. Le soir, j'ai transféré les services publics uniquement au nom de Clara et j'ai retiré de notre compte joint, laissant exactement un paiement d'hypothèque. J'ai organisé le transfert de mon courrier. J'ai accepté le poste à Knoxville avec une date de début le mercredi suivant. Depuis la fenêtre de la chambre d'amis, j'ai regardé Tessa et Dylan assis sur la balançoire du Porsche que papa avait construite, leurs visages illuminés par la lueur de téléphone coûteux. Maman leur a apporté des boissons, planant attentivement. Aucun d'entre eux n'a demandé où j'avais été toute la soirée. Et pour une fois, je n'ai pas donné l'information. Mercredi de la semaine suivante, mon premier matin à Knoxville fut marqué par un silence inhabituel. Pas de télévision hurlant des drames médicaux, pas de soupir passif-agressif de la pièce voisine, personne n'appelant mon nom avec ce ton particulier qui signifie qu'une autre tâche m'attend. Juste la lumière du soleil filtrant à travers des stores que j'avais choisis moi-même, réchauffant la petite mais lumineuse chambre de mon appartement. Je me suis étiré sur le matelas, mes membres atteignant chaque coin sans rencontrer l'espace d'une autre personne. 5 ans de sommeil comprimé, dans des zones désignées de mon propre lit, m'ont traversé l'esprit. 5 ans à écouter les mouvements dans la nuit, pour quelqu'un ayant besoin de médicaments, d'eau, de réconfort. La nuit dernière, j'ai dormi 8 heures ininterrompues, pour la première fois depuis la mort de papa. Mon téléphone a sonné sur la table de nuit, 17 appels manqués de maman, 32 messages textes de Tessa. J'ai fait défiler sans en ouvrir aucun, attrapant des bribes dans les aperçus. Comment as-tu pu? Après tout ce que nous avons. Papa serait si déçu. Le dernier aurait dû me frapper en plein cœur. Au lieu de cela, j'ai posé le téléphone face contre la table et je suis allé prendre une douche. Ma routine matinale a émergé comme un papillon d'une chrysalide, efficace, débarrassé des besoins des autres. Un café préparé exactement comme je l'aime. Un petit déjeuner pris en lisant, au lieu de servir de médiatrice dans les querelles familiales. Personne ne commentant mes ennuyeux contenants de préparation de repas. 2 semaines plus tard, mon nouveau poste de chef d'équipe à l'établissement de Knoxville d'Horizon était déjà réorganisé. Dans le service d'expédition, j'ai réduit le temps de traitement de 14%. Mon superviseur l'a immédiatement remarqué. Quoi que Nashville vous payait, ce n'était pas assez, a-t-il dit hier, en déposant un certificat de reconnaissance de l'entreprise sur mon bureau. Le soir,
Chez moi, j'ai écrit dans mon journal, j'attends toujours une culpabilité qui ne vient pas. Parce que c'est la vérité. La culpabilité que j'avais anticipée, le poids écrasant de l'obligation familiale que je m'attendais à me voir aplatir, ne s'est tout simplement pas matérialisé. Au lieu de cela, je ressens quelque chose d'inconnu, qui se déploie dans ma poitrine. Quelque chose qui pourrait, avec des soins appropriés, devenir du bonheur. L'interphone du hall a sonné pendant que j'enfilais ma veste, me préparant à partir au travail. Mademoiselle Taylor, il y a 2 femmes ici qui insistent pour vous voir. Elles disent qu'elles sont de la famille. Mon estomac s'est contracté, mes épaules se sont automatiquement voûtées. De vieilles habitudes. Je descends tout de suite. L'ascenseur me donnait l'impression de descendre dans ma vie d'avant. Chaque étage défilant représentait une autre couche de paix durement gagnée qui m'était arrachée. De profondes respirations. La technique de comptage de papa. Les portes se sont ouvertes. Maman et Tessa se tenaient dans le hall, semblant à la fois déplacés et en droit d'être là. Le cardigan de maman était mal boutonné, ses cheveux en désordre, un laisser-aller destiné à communiquer la détresse plutôt qu'une réelle négligence. Les yeux de Tessa étaient soigneusement rougis, mais son maquillage restait impeccable. La voilà, a annoncé Tessa à voix haute à tout le hall. La fille qui a abandonné sa famille sans un mot. Plusieurs personnes ont levé les yeux de leur téléphone. Le gardien de sécurité s'est agité, mal à l'aise. « Bonjour », ai-je dit, en gardant ma voix neutre. C'est inattendu. Maman s'est avancée, les mains tendues. « Félicia, comment as-tu pu nous laisser sans rien ? L'électricité va être coupée. Il n'y a pas de nourriture à la maison. » Mes mains tremblaient légèrement, mais je les ai gardées le long de mon corps. J'ai laissé les services publics à ton nom, avec les comptes payés jusqu'à la fin du mois. J'ai laissé un paiement d'hypothèque. J'ai laissé des instructions détaillées sur la façon de mettre en place des plans de paiement. Ce n'est pas assez, la voix de maman s'est élevée, attirant plus d'attention. Nous avons besoin de toi, Félicia. Nous avons toujours eu besoin de toi. Le gardien de sécurité s'est approché, l'inquiétude se lisant sur son visage. Tout va bien ici, Madame Taylor ? Tessa s'est tournée vers lui. C'est une affaire de famille. Ma sœur a abandonné notre mère sans aucun moyen de subvenir à ses besoins. Ce n'est pas vrai, ai-je répliqué, toujours calme mais ferme. Maman a reçu la pension de papa pendant des années. Elle a choisi de ne pas travailler. Elle a choisi de dépenser plutôt que d'épargner. Tu es sans cœur, a craché Tessa. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Un rire m'a échappé, sec et inhabituel. C'est exactement ça, Tessa. Je ne vous ai pas laissé sans rien. Je vous ai laissé avec exactement ce que vous avez mérité. Le visage de maman s'est décomposé, une performance si convaincante que j'ai presque tendu la main vers elle. Presque. Marcus est apparu à côté de moi, une tasse de café à la main. Tout va bien, Félicia ? On a cette réunion avec le fournisseur dans 5 minutes. Tessa a essayé de le bousculer pour se diriger vers la zone des employés. On n'a pas fini ici. Tu ne peux pas simplement tourner le dos à ta famille. Marcus s'est déplacé, lui bloquant le passage d'un mouvement désinvolte qui semblait accidentel, mais ne l'était pas. Madame, cette zone nécessite un badge d'employé. C'est ma sœur, a protesté Tessa. Et c'est ma collègue, a répondu Marcus agréablement, qui a une réunion. J'ai hoché la tête avec gratitude à Marcus, puis je me suis retourné vers maman et Tessa. Je dois y aller maintenant. Je vous suggère d'utiliser le trajet de retour à Nashville pour discuter de la façon dont vous allez gérer l'hypothèque. Le regard de choc sur leur visage m'a suivi jusqu'à la salle de conférence. Ce soir-là, ma voisine Sarah a frappé à ma porte avec un gratin et une invitation à dîner. Je me suis dit que tu aimerais un peu de compagnie, a-t-elle dit. Déménager dans une nouvelle ville peut être solitaire. La simple gentillesse m'a presque déstabilisé. Plus tard, pendant que nous faisions la vaisselle, mon téléphone a sonné. Le nom de Madame Henderson est apparu sur l'écran. Elle raconte à tout le monde que tu les as abandonnés, a-t-elle dit sans préambule. Clara a fait croire à tout le quartier que tu avais fait une sorte de dépression et que tu avais simplement disparu. Es-tu surprise, ai-je demandé en essuyant une assiette. Pas du tout. C'est pourquoi j'appelle tout le monde pour rétablir la vérité. La détermination dans sa voix m'a réchauffé.
Personne qui t'a vu t'occuper de cette maison et de ces gens pendant 5 ans ne croit à leur histoire. 3 jours plus tard, mon superviseur est apparu à mon bureau. Prends demain si tu en as besoin. Les situations familiales peuvent être compliquées. Je vais bien, ai-je insisté. Il a souri gentiment. Prends-le quand même. Tu as mérité un peu de temps pour toi. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à Nashville, le cœur battant à tout rompre en approchant de mon ancien quartier. Je devais confirmer mon transfert de courrier à la poste, mais quelque chose m'a attiré vers la maison d'abord. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, regardant l'endroit qui m'avait retenu captive pendant 5 ans. Le jardin de devant semblait déjà négligé. Les rosiers de papa penchaient, non arrosés. La porte d'entrée s'est ouverte soudainement, et Dylan en est sorti, portant une boîte vers sa voiture. Je suis sorti de mon véhicule avant de pouvoir reconsidérer ma décision. « Bonjour, Dylan. » Il s'est figé, manquant de laisser tomber la boîte. « Félicia ? Jésus, tu m'as fait peur. Je dois récupérer quelques affaires. » Il a jeté un regard nerveux à la maison. « Clara ne va pas être contente de te voir. » J'en suis consciente. À l'intérieur, le salon m'a arrêté net. Là où mes meubles se trouvaient autrefois, il n'y avait que des contours poussiéreux sur le sol. Les étagères que j'avais construites avec papa, disparues. La table basse que j'avais rénovée, disparue. Maman est apparue de la cuisine, ses yeux s'écarquillant à ma vue. « Tu as tout pris » a-t-elle accusé, la voix tremblante. « J'ai pris ce que j'ai payé » ai-je répondu calmement. Dylan a froncé les sourcils, nous regardant tour à tour. « Attends, c'est elle qui payait pour tout ?» La confusion sur son visage serait comique si elle n'était pas si pathétique. Tessa est entrée en trompe depuis le couloir. Qu'est-il arrivé à l'argent de l'assurance vie de papa? Il devrait y avoir des économies. Le visage de maman a rougi. Eh bien, la cuisine avait besoin d'être rénovée. Et ta voiture? Ma voiture, la voix de Tessa est montée jusqu'à un cri. Tu as dit qu'on avait des économies. 36 000 $, ai-je dit doucement. La police a versé 36 000 $, qui ont disparu en 8 mois. Tessa s'est tournée vers moi, son maquillage parfait maintenant strié de larmes. Tu savais ça? Je l'ai découvert quand l'hypothèque est arrivée à échéance et qu'il ne restait plus rien. Maman s'est effondrée sur le canapé, mon canapé, qu'il n'avait apparemment pas pu emporter et s'est mise à sangloter. S'il te plaît, aide-nous à régler ça, Félicia. Tu sais toujours quoi faire. La déclaration m'a frappé comme un coup de foudre. Je n'ai jamais été la fille. J'étais la solution, la réparatrice, le filet de sécurité. Tessa arpentait la pièce, une énergie furieuse émanant d'elle. Tu vas vraiment rester là à ne rien faire? Après tout ce que maman a fait pour toi? Tu es sans cœur. Mon cœur va bien, ai-je répondu. Il n'est juste plus disponible pour votre usage. Maman a serré sa poitrine de façon dramatique. Mes médicaments pour la tension sont presque épuisés. Le médecin dit que mon état s'aggrave avec tout ce stress. Dylan, comprenant enfin, a pointé un doigt accusateur vers moi. Tu aurais dû nous parler de la situation financière avant de simplement partir. Je me suis approché du comptoir de la cuisine et j'ai posé le relevé d'hypothèque que j'avais apporté, bien au centre. 5 ans restants. C'est votre responsabilité maintenant. Tessa m'a attrapé le bras alors que je me tournais pour partir. Tu ne peux pas simplement tourner le dos à ta famille. J'ai doucement retiré ses doigts de ma manche. Vous vous vouliez mutuellement. Maintenant, vous avez ce que vous vouliez. Dehors, l'air d'octobre semblait plus pur qu'il y a 20 minutes à peine. Alors que je montais dans ma voiture, mon téléphone a vibré avec une notification bancaire, Clara Taylor tentant d'accéder à un compte joint fermé. Un texto de Tessa est apparu. Tu ne peux pas simplement tourner le dos à ta famille. Ce n'est pas fini. Puis, une notification par email concernant une lettre transférée de mon ancienne adresse, le médecin de Clara, concernant son état de santé qui se détériore. Mon doigt a plané au-dessus du bouton de blocage alors que j'étais assise dans ma voiture, regardant la maison qui n'avait jamais vraiment été la mienne. J'ai appuyé sur supprimer à la place. Je m'occuperai d'eux plus tard, selon mes propres termes. Pour l'instant, je retourne à Knoxville, vers ma nouvelle vie, vers la personne que je deviens quand je ne porte plus le poids de tout le monde. La route devant moi s'étend, claire et ouverte, et pour la première fois en 5 ans,
mon avenir aussi. Une semaine plus tard, la lettre recommandée repose sur le comptoir de ma cuisine, telle une grenade dont la goupille serait à moitié retirée. 3 jours qu'elle est là, mon nom et ma nouvelle adresse tapés en lettres noires et nettes, qui semblent en quelque sorte accusatrices. Je sais exactement ce qu'elle contient, ma déclaration finale à Clara concernant l'hypothèque. Ma thérapeute appelle ça une clôture nécessaire. Moi, j'appelle ça arracher un pansement qui a été supercollé à la peau. Je glisse mon doigt sous le rabat et je sors la seule feuille de papier. À Clara Taylor, cette lettre sert de notification formelle qu'à compter du 15 octobre, je ne suis plus financièrement responsable de la propriété située au 1422 Oak Ridge Lane. Mon téléphone vibre contre le comptoir. Marcus, du travail. Tessa s'est présentée au bureau, dit-il sans préambule. La sécurité m'a appelé quand elle a refusé de quitter le hall. Mon estomac se noue. Que voulait-elle ? Parler à Monsieur Reynolds d'un don de charité pour sa famille en difficulté. Elle a utilisé ton nom à plusieurs reprises. Je ferme les yeux et je compte à rebours à partir de 10. La technique de mon père me fait défaut pour la première fois en 20 ans. Merci de me le faire savoir, je parviens à dire. Reynolds a vite mis fin à la discussion. Il a dit que l'entreprise ne faisait pas de dons de charité personnelle, surtout quand il pouvait apparaître comme du favoritisme envers la famille d'un employé. L'ironie me brûle. 5 ans que je passe à m'assurer que ma famille ne manque de rien, et maintenant, il m'en dit dans le hall de mon lieu de travail. Après avoir raccroché, je finis d'adresser la lettre recommandée. Mon écriture reste stable, même si mon pouce accélère sous ma peau. L'hypothèque est le problème de Clara maintenant. 5 ans de paiement, 69 000 € au total, envolés dans une maison où je ne vis plus. Mon ordinateur portable sonne avec une notification par email. De la part de la sécurité d'Horizon. Objet, avis en ligne suspect. La vie est court mais cinglant, Felicia Taylor gère la logistique comme elle gère sa famille, en abandonnant le navire quand les choses se corsent. Je le transfère au RH avec une brève explication sur ma situation familiale, puis je gèle les 3 agences de crédit en quelques clics exercés. Ce n'est pas ma première expérience avec les tentatives de Dylan d'accéder à mes comptes. Lorsque le cabinet de ma thérapeute appelle enfin à 14 h, mon mal de tête s'est intensifié pour devenir une pulsation constante derrière mon œil droit. Le docteur Winters a eu une annulation. Pouvez-vous venir à 15 h au lieu d'attendre jusqu'à vendredi? L'univers fait parfois un geste. Le bureau du docteur Winters sent le café et le cuir usé, une combinaison qui détend toujours le nœud dans mes épaules. Elle me fait signe de m'asseoir dans le fauteuil bleu que j'ai adopté lors de nos séances hebdomadaires. Vous avez l'air de ne pas avoir dormi, observe-t-elle, son bloc-notes posé sur ses genoux. Jour de réunion de famille, j'essaie un sourire qui tombe à plat. La liste des limites dont nous avons discuté? Je lui tends la page du carnet intitulée « Ce que j'accepterai et n'accepterai pas ». Le premier point dit « Je ne serai pas financièrement responsable des adultes capables de travailler ». Ils ont trouvé des moyens créatifs de tester chaque limite aujourd'hui, je lui dis. Clara a mis la maison en vente. Les sourcils du docteur Winters se lèvent légèrement. Sans régler la situation de l'hypothèque? L'agent immobilier m'a appelé quand la recherche de titre a montré mon nom sur les documents de prêt. Et qu'est-ce que ça vous a fait? La question libère quelque chose de volatile en moi. Comme si elle pensait toujours que j'étais un chèque en blanc avec des jambes. Nous passons 50 minutes à discuter des réponses saines par rapport aux réponses réactives. Quand je pars, le mal de tête s'est retiré pour devenir une pression sourde plutôt qu'une douleur lancinante. Mon téléphone s'allume avec une alerte d'actualité alors que je me gare sur le parking de mon immeuble. Une nouvelle campagne GoFundMe, aider la famille Taylor à garder sa maison. Le visage souriant de Tessa me fixe. Clara est à côté d'elle, l'air fragile et inquiète. La description fait bouillir mon sang, après que notre sœur-fille nous ait abandonnés pendant des difficultés financières. Je fais une capture d'écran et je la transfère à mon avocat avec un message de 2 mots, poursuite en diffamation. Avant que je puisse ranger le téléphone, il sonne. Le nom de Madame Henderson s'affiche sur l'écran. J'ai pensé que tu devrais savoir, commence-t-elle sans salutation. La vérité éclate. Ce GoFundMe que ta sœur a lancé? Les gens posent des questions. Betty Marshall de l'église s'est souvenue de la police d'assurance de ton père et a demandé à Clara, sans détour, ce qu'il était advenu de cet argent. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je serre le volant de ma main libre. Elle a balbutié quelque chose sur des frais médicaux.
Puis Betty a mentionné avoir vu la rénovation de la cuisine de Clara l'année dernière. Un rire m'échappe, sec et sincère. La rénovation que j'ai payée parce que Clara insistait sur le fait que cela augmenterait la valeur de la maison. Eh bien, maintenant, la moitié du quartier le sait. Et Tessa montre des photos de la maison à des acheteurs potentiels, avec des problèmes d'entretien partout. Les marches arrière pourrissent. Les gouttières sont bouchées. Tous les travaux que je faisais le week-end. Ce soir-là, ma sonnette retentit. Je jette un coup d'œil par le Judas et je vois un groupe de mes collègues. Marcus est devant, tenant un plat à gratin. Intervention, annonce-t-il quand j'ouvre la porte. On a entendu dire que Tessa s'était présentée au bureau. Ils entrent dans mon appartement, apportant de la nourriture et de la compagnie, sans le poids de l'obligation. Quelqu'un me passe un verre de vin. La conversation tourne autour du travail, des projets de week-end, d'un film que quelqu'un veut voir, des choses normales, qui n'ont rien à voir avec des paiements d'hypothèque ou de la culpabilité. On fait Thanksgiving chez nous, me dit Janine, la femme de Marcus, en me serrant le bras. Tu viens. C'est non négociable. Ma gorge se serre. D'habitude, je dois cuisiner pour. Pas cette année, m'interrompt-elle doucement. Mon téléphone vibre avec un texto d'un numéro inconnu. Maman vient de trouver un travail à la pharmacie Wilson. Caissière à temps partiel. Elle est furieuse. Un autre texto suit immédiatement. C'est Liam, au fait. L'ami de Tessa. J'ai pensé que tu devrais savoir qu'ils ne vont pas très bien là-bas. Je montre les messages à Marcus. Bien, dit-il fermement. Il était temps qu'il se débrouille seul. Plus tard, après le départ de tout le monde, je me tiens à ma fenêtre, regardant les voitures passer dans la rue en contrebas. Mon appartement est petit mais paisible. Personne n'appelle pour des ordonnances, du thé ou de l'attention. Pas de facture qui se cache dans les coins, prête à me tendre une embuscade. Mon téléphone vibre une dernière fois pour la journée. Une notification par email. De Tessa Taylor. Objet, c'est de ta faute. Tu m'as dit que Félicia s'occuperait toujours de nous. Le message est clairement destiné à Clara. Je le transfère dans mon dossier de journal de thérapie. Preuve des fissures qui commencent à se former dans leur front uni. Pour la première fois en 5 ans, je m'endors sans le poids des obligations de demain qui me pressent contre le matelas. Mes rêves sont calmes. Sans culpabilité ni appréhension. La liberté, s'avère-t-il, coûte exactement ce que je peux me permettre. 10 jours plus tard, l'odeur d'antiseptique me frappe avant même que j'entre complètement dans la chambre d'hôpital. Elle se mêle aux légères notes florales du parfum de Clara, la même marque qu'elle porte depuis que j'ai 10 ans. Maman est allongée contre des draps blancs impeccables, semblant plus petite que dans mon souvenir d'il y a 3 mois à peine. Ses cheveux, habituellement colorés pour cacher les gris, laissent apparaître des racines argentées. La vue me prend au dépourvu. Félicia, sa voix se brise. Tu es venue. Je reste sur le seuil, les fleurs serrées dans ma main comme un bouclier. 3 pas me mèneraient à son chevet, mais mes pieds refusent de bouger. Le médecin dit que ce n'est qu'une petite intervention, dis-je, ma voix plus stable que je ne le ressens. Tessa a fait croire que tu étais mourante. La main de maman voltige jusqu'à sa poitrine. Mon cœur, ma chérie. Les palpitations ont commencé après que vous soyez partis. Le docteur Simons dit que c'est dû au stress. Je pose les marguerites sur le rebord de la fenêtre, en faisant attention de ne pas déranger l'éventail de cartes de vœux. La plupart portent le logo de notre église familiale, leur croix dorée scintillant sous la lumière de l'après-midi. Le pasteur Williams m'a appelé hier, je lui dis. Il a parlé d'une intervention de guérison familiale. On s'inquiète tous pour toi. Les yeux de maman se remplissent de larmes qui ne tombent pas, t'enfuir, couper les ponts avec ta famille. Ce n'est pas ton genre, Lily. Le surnom d'enfance me frappe avec une force inattendue. Mon estomac se tord, une douleur familière se propageant jusqu'à ma poitrine. Un instant, je me vois attraper mon chéquier, je m'entends dire, juste jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. La vieille programmation est profondément ancrée. Je ne me suis pas enfui, dis-je à la place. J'ai tourné la page. La porte de la salle de bain s'ouvre et Tessa apparaît, téléphone à la main. Elle s'arrête en me voyant, sa surprise feinte n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Oh, tu es là. Elle range son téléphone et s'avance vers moi, les bras ouverts pour une étreinte que je ne lui rends pas.
As-tu reçu mes messages concernant la réunion de famille? Tout le monde vient. Je ne reste pas pour une réunion. Le sourire de Tessa vacille. Elle plonge la main dans un sac fourre-tout et en sort un album photo relié en cuir craquelé. J'ai apporté des choses qui, je pensais, pourraient t'aider à te souvenir de qui tu es, de qui nous sommes en tant que famille. L'album s'ouvre sur un Polaroid délavé, papa, m'apprenant à pêcher, tandis que Tessa, à peine âgée de 5 ans, regarde depuis le rivage. Ma gorge se serre. La famille d'abord, murmure Tessa. C'est ce que papa disait toujours. Un muscle tressaille dans ma mâchoire. C'est pour ça que tu as dit aux gens que j'avais fait une dépression nerveuse? Pour m'aider à me souvenir? Tessa blêmit, son regard se posant sur maman. Je m'inquiétais pour toi. Assez pour répandre des rumeurs auprès de mes anciens voisins. Pour tromper le médecin de maman? Le moniteur de maman BIPE un peu plus vite. Félicia, s'il te plaît, pas maintenant. Ma tête me lance, le début d'une migraine. Je presse mes doigts contre mes tempes, souhaitant avoir apporté mes médicaments, souhaitant que ma thérapeute ne soit pas en vacances cette semaine. Tout ce qu'on veut, dit Tessa en se rapprochant, c'est un nouveau départ. Juste un peu d'aide jusqu'à ce qu'on se remette sur pied. Encore ces mots. Le mantra familial. Je regarde ma sœur, je la regarde vraiment. Une montre de marque. Des cheveux fraîchement méchés. Des ongles manucurés qui n'ont jamais frotté des toilettes ou rebouché des cloisons sèches. Je t'ai apporté quelque chose, dis-je doucement. J'ouvre mon sac et j'en sors un dossier épais. À l'intérieur, 5 ans de relevés d'hypothèque, de factures de services publics, de reçus d'épicerie, de paiements d'assurance. Tous à mon nom, pour un total de 78 400 €. Qu'est-ce que c'est, demande Tessa, bien que son ton suggère qu'elle le sait déjà. Des preuves. Je pose le dossier sur la tablette de lit de maman et je l'ouvre. Chaque dollar que j'ai dépensé pour maintenir cette famille à flot pendant que tu te trouvais à Atlanta. Maman détourne le visage. C'est cruel, Félicia. J'étais en deuil. Moi aussi. Ma voix ne tremble pas mais j'allais quand même travailler tous les jours. Je gardais quand même un toit au-dessus de nos têtes. Je sors la dernière page, mon offre d'emploi expirée de Denver. Directeur régional. 20 000 € de plus par an que ce que j'avais gagné à Nashville. J'ai dit non à ça pour vous. Je la pose sur le dessus de la pile. J'ai dit non à ma vie pendant 5 ans. Le téléphone de Tessa sonne. Elle y jette un coup d'œil, puis me regarde avec des yeux rétrécis. Oncle Robert et tante Sarah viennent d'arriver. Le pasteur est avec eux. Bien, dis-je. Il devrait voir ça aussi. La porte s'ouvre. Oncle Robert entre le premier, son visage un masque prudent d'inquiétude. Tante Sarah suit, puis le pasteur Williams, dont l'expression bienveillante vacille en voyant les papiers étalés sur la table de maman. Félicia, commence le pasteur, nous sommes ici pour aider votre famille à guérir. Un timing parfait, je fais un geste vers les relevés. Commençons par un peu d'honnêteté. Oncle Robert s'approche, plissant les yeux devant les chiffres. Ses sourcils broussailleux se lèvent alors qu'il prend conscience des totaux. Clara? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Maman regarde le plafond. Tessa intervient. Félicia a été sous beaucoup de stress. Elle. J'ai été sous pression parce que je subvenais aux besoins de 3 adultes avec un seul revenu, je l'interromps. Pendant que maman racontait à tout le monde que je l'avais abandonnée, et que Tessa répandait des rumeurs sur ma santé mentale. Tante Sarah prend un relevé d'hypothèque. Clara, tu nous as dit que Félicia t'avait laissé sans rien, que tu étais sur le point de perdre la maison. Elle a pris tous les meubles, proteste faiblement maman. Les meubles que j'ai payés, j'ajoute. Après que l'argent de l'assurance vie de papa soit parti dans la voiture de Tessa et cette rénovation de cuisine dont personne n'avait besoin. Le pasteur Williams s'éclaircit la gorge. Peut-être devrions-nous laisser Clara se reposer un moment. Cela semble être exactement ce qui doit se passer, dit oncle Robert, me surprenant. Il tapote la lettre d'offre de Denver. Tu as refusé ça pour rester avec ta mère? Je hoche la tête, quelque chose se dénouant dans ma poitrine à la reconnaissance dans ses yeux. Jeune fille, dit-il, ton père aurait honte. Maman halète. Mais oncle Robert ne me regarde pas, il aurait honte de la façon dont sa femme et sa fille cadette ont traité la fille qui a tout sacrifié, poursuit-il.
Joe Taylor t'a mieux élevé que ça, Clara. La pièce tombe dans le silence, à l'exception du bip régulier du moniteur. Tessa regarde ses chaussures. Le menton de maman tremble. Je n'avais pas réalisé, murmure-t-elle finalement. Je ne savais pas à quel point je t'avais pris. Ces paroles devraient être une victoire. Au lieu de cela, elles existent simplement. Une reconnaissance, sans pouvoir de changer le passé. Je n'ai pas besoin d'excuses, je lui dis en remettant mes papiers dans le dossier. J'ai besoin de respect. J'ai besoin de limites. Mais on est une famille, insiste Tessa, bien que sa voix manque de sa conviction habituelle. Oui, et la famille, ça veut dire qu'on ne laisse personne derrière, dis-je. Mais ça ne veut pas dire qu'une seule personne porte tout le monde. Plus maintenant. Je ferme mon sac et je me lève. J'espère que tu te sentiras bientôt mieux, maman. Alors que j'atteins la porte, Tessa se précipite après moi. On peut au moins parler du paiement de l'hypothèque due la semaine prochaine ? Murmure-t-elle. Je me tourne pour faire face à ma sœur une dernière fois. Non. Le seul mot résonne dans le couloir alors que je m'éloigne, mes pas devenant plus légers à chaque mètre de distance entre nous. Un an plus tard, la lumière du soleil matinal filtre à travers des rideaux vaporeux que j'ai choisis moi-même, projetant de doux motifs sur le parquet de mon salon. La promotion au poste de directrice régionale de la logistique s'accompagnait d'un salaire qui a rendu possible ce petit bungalow de Knoxville. Pas grandiose, mais indéniablement à moi. Je me recroqueville les orteils dans le tapis tressé en sirotant un café sur le rebord de la fenêtre de mon coin lecture. Dehors, le jardin que j'ai planté prospère, des dahlias et des rudbeckies hérissés se balançant dans la brise d'octobre. Des plantes qui survivent avec un minimum de chichi mais un maximum de beauté. Comme moi, ces jours-ci. La sonnette retentit. Robert se tient sur mon porche, sa sacoche de professeur d'anglais en bandoulière, les cheveux grisonnants sur ses tempes attrapant la lumière. J'ai apporté des scones frais, dit-il en tendant un sac en papier. J'ai pensé qu'on pourrait prendre le petit déjeuner avant ton service. Son sourire atteint ses yeux sans rien exiger en retour. 6 mois de relation, et toujours pas de comptabilité émotionnelle, pas de test de loyauté subtil. Juste un respect mutuel enveloppé d'une affection tranquille. Mon téléphone vibre alors que nous étalons de la confiture sur des scones encore chauds. Le nom de ma cousine Vivian s'affiche à l'écran. Je dois prendre ça, dis-je à Robert, qui hoche la tête et s'éloigne pour inspecter ma dernière installation d'étagère. Félicia, Dieu merci, tu as répondu. La voix de Vivian tremble. Derek est parti. Les enfants sont en plein désarroi. Je ne peux pas payer le loyer ce mois-ci, juste jusqu'à ce que je me remette sur pied. Le refrain familier. Les mêmes notes désespérées que Clara et Tessa ont joué pendant des années. Je suis désolé que ça t'arrive, je réponds, surprise par ma propre voix stable. Le centre de ressources communautaires de Willow Street propose une aide au logement d'urgence. Je peux t'envoyer le numéro par texto. Un silence s'installe entre nous. J'attends, ne me précipitant plus pour combler le vide avec des promesses. C'est tout ? Sa voix se fait plus vive. Après tout ce que notre famille a fait pour toi ? Oui, dis-je simplement. C'est ce que je peux offrir pour le moment. Après avoir raccroché, Robert revient à la table. Tout va bien ? En fait, oui. Et je le pense. Plus tard, je relève le courrier. Parmi les factures habituelles se trouve une enveloppe contenant mon relevé d'hypothèque. Pas d'avertissement rouge. Juste la diminution constante du principal alors que je me constitue un capital dans quelque chose de vraiment à moi. J'ouvre le réfrigérateur pour ranger les scones restants. Les étagères contiennent des légumes frais, mon cheddar fort préféré et du jus d'orange dans la bouteille en verre que je préfère, malgré son coût supplémentaire. De petits luxes qui comptent pour moi. Choisi sans négociation. La notification de mon compte d'épargne sonne sur mon téléphone. Un autre dépôt automatique effectué. La croissance constante des chiffres représente des options. Des choix. La liberté. À mon bureau, j'ouvre mon journal, passant mes doigts sur la couverture en cuir que papa m'a offerte pour mon 16e anniversaire. Pour tes grandes idées, avait-il dit. Si seulement il pouvait voir comment j'ai enfin fait de la place pour elle. J'écris, la famille, ce n'est pas le martyr. Ça ne devrait pas exiger de disparaître. Les mots de ma thérapeute résonnent alors que je ferme le journal. La culpabilité,
c'est juste de la peur, déguisée en vertu. Ma dernière séance la semaine prochaine marquera 18 mois de désapprentissage de vieux schémas. Ce soir-là, j'organise une petite réunion, une pendaison de crémaillère retardée de plusieurs mois. Marcus et sa femme, Denise, arrivent avec un jeu de carillon pour le porche arrière. De la part de nous tous au bureau, dit-il. Tu as inspiré la moitié de l'équipe à fixer de meilleures limites. Madame Henderson apparaît avec des boutures de son jardin, des descendantes des plantes que j'avais commanditées dans mon ancienne maison. Celles-ci t'appartiennent, dit-elle. Elles l'ont toujours fait. Plus tard, Jennifer, la nouvelle coordinatrice logistique, me prend à part. Puis-je te poser une question personnelle? Mon frère emménage temporairement et parle déjà de rester jusqu'à l'année prochaine. J'ai peur de dire non. Je reconnais la tension autour de ses yeux, la légère courbure de ses épaules. Le langage physique de quelqu'un qui se prépare à l'impact. Ta valeur ne se mesure pas au sacrifice, je lui dis en lui tendant une carte de visite. Ma thérapeute a une échelle de tarifs dégressive. Et je suis heureuse de prendre un café quand tu auras besoin de parler. La gratitude dans ses yeux reflète ma propre réflexion d'il y a quelques mois. Je ne savais pas que je pouvais choisir différemment. Après le départ de tout le monde, je m'installe sur ma balançoire de Porsche. La soirée d'octobre m'enveloppe comme un cardigan familier. 3 mois se sont écoulés depuis la dernière fois que j'ai vu Clara et Tessa au pique-nique du 4 juillet, une visite que j'ai écourtée lorsque la culpabilisation a commencé. Le respect à contre-cœur de Clara en partant valait plus que son approbation n'a jamais valu. Mon téléphone s'allume. Le nom de Clara sur l'écran. J'y réfléchis un instant, pesant des options qui sont maintenant vraiment les miennes. Allô, maman? Je réponds, ma voix chaude mais stable. J'ai enfin appris ce qu'il m'a fallu toute une vie pour comprendre. La famille n'est pas ce qui vous vide. La vraie famille est ce qui vous aide à grandir.